Allez, allez, allez. Ouais. Super, Teddy, oui, bonsoir. Nos amis les bêtes, c'est sacré en France, on les aime, on les bichonne. Et écoutez bien, il y a plus de chiens, de chats et de poissons que d'êtres humains en France. Suivez-moi, je vous emmène au parc. Allez, on y va, Teddy, t'es en retard. Ouh. Mia. Super, allez, Mia. Ah, notre chien qui arrive. Ah. Voilà, on retrouve Mélanie et Captain. Bonjour Mélanie. Bonjour Élise. Alors moi je m'amuse, mais vous, c'est votre métier en fait. Tout à fait. Alors attendez, je vais essayer de me démêler un peu. Hop, hop. Voilà, c'est bon. Donc vous occupez de chiens de propriétaires qui n'ont pas le temps de s'en occuper, c'est ça en fait, hein, de les promener, qui ne peuvent pas être à leur côté tout le temps. Tout à fait. Nous, on coordonne pour trouver les meilleurs chouchouteurs, pour justement s'occuper des animaux, pour que les chiens puissent profiter pendant que leurs maîtres sont en train de travailler pour gagner des croquettes. Des maîtres, vous en rencontrez autant que des chiens. Oui. Ils sont prêts à quoi pour leurs animaux de compagnie? Nos clients, ils sont prêts à tout. C'est quoi le plus dingue que vous ayez vu qu'un maître ait fait pour son animal? Je pense que les gens qui adaptent toutes leurs vacances pour leurs animaux, les gens qui emménagent tout leur espace de maison pour leurs animaux. On voit des maisons qui sont faites quasiment d'arbres à chat qui prennent tout l'espace. D'accord, donc c'est la maison du chat qui accueille C'est les la maison maîtres. du chat, tout à fait. Et vous trouvez ça dingue, vous ou... Je trouve ça bien, je trouve ça génial, qu'on mette enfin leur bien-être en avant, qu'on s'occupe enfin d'eux et qu'on leur rende l'amour qu'ils nous donnent. Je trouve ça génial. Bon, Mélanie, vous restez avec nous. Tout à fait. On vous retrouve dans un instant. C'est super. Allez, Mia. Chouchouter, gâter, cajoler. Eh ben, j'ai fait des courses pour vous, les filles. Allez bien manger ce soir. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos animaux de compagnie? Les multinationales de l'alimentation que nous connaissons tous l'ont parfaitement compris. Ce nouveau marché est une manne. Des fabricants de croquettes jusqu'aux cliniques vétérinaires, les géants de l'industrie rachètent à tour de bras. Mais tous les animaux ne sont pas chouchoutés, loin de là. Là, il lance ces fameuses saucisses là qu'il a mis dans sa poche. Les animaux victimes de la cruauté des hommes ont désormais leurs défenseurs. Je suis ton avocat, hein, ma fille. Face à la maltraitance, On peut constater une brûlure énorme sur le crâne. vous allez découvrir que certains animaux sont désormais représentés devant les tribunaux. Ça vaut le coup. Je veux protéger les animaux. Vous voyez, c'est ma mission sur Terre. Ce soir, dans Envoyé spécial, on vous emmène aussi sur l'île Maurice, le paradis des touristes. Donc, bienvenue à Bioculture. Mais loin des plages de rêve, à l'abri des regards, on y élève aussi des singes qui serviront à la recherche médicale. Une industrie taboue qui nous a ouvert ses portes. La cruauté n'a pas sa place dans les centres d'élevage. Nous venons d'atterrir à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Une fois en France, que deviennent ces animaux lorsqu'ils arrivent dans les laboratoires? Sont-ils d'indispensables cobayes ou des victimes inutiles? Il n'y a pas de recherche expérimentale biomédicale aujourd'hui sans recours à l'animal. Bonjour. Ils arrivent dans quel état ces animaux quand vous les récupérez et qu'ils sortent d'un laboratoire? D'abord, c'est ceux qui sont en bonne santé qui sortent des laboratoires. Ouais. On a juste quelques petits problèmes psychologiques. Certains passent sur des cures d'antidépresseurs quelque temps. Ah ouais? Et si tous les animaux avaient enfin droit au respect des hommes? On commence donc cette spéciale animaux en retrouvant Mélanie chez elle. C'est qui ça? Ce matin, Mélanie reçoit une masseuse à domicile. Ça va? Ça va et toi? Super. Malka aussi. Mais ce n'est pas pour elle. Elle est en forme. Super. Malka, t'es prête à te faire papouiller? Donc du coup, aujourd'hui... Un suivi, comme d'habitude en fait, bien vérifier que ces articulations ne se détériorent pas et puis aussi faire un suivi par rapport à l'ostéopathe que j'ai vu hier. Tous les mois, Malka a droit à une séance de détente. Et ça commence toujours par un enveloppement de boue marine. C'est vraiment un soin de confort et de bien-être qui va la recharger en oligo-éléments pour lui permettre d'être le plus en forme possible. Et ça va agir aussi sur ses petits soucis articulaires. L'idée, c'est d'une thalasso pour les animaux à domicile.
Et on plie. Oh, elle s'endort. Je cherche des services qui vont ressembler, qui vont en fait se rapprocher de la qualité qu'on cherche pour les humains, comme si on s'occupait d'un enfant ou d'une personne qui ne peut même pas parler. Donc à mes yeux, j'en fais pas trop. J'en fais autant que je pourrais faire pour quelqu'un que j'aime autant qu'elle. Ce massage lui coûte 80 € la demi-heure. Ah, l'amour. Merci encore. Au revoir. Mélanie dépense jusqu'à 350 € par mois pour Malka, Alors, sans compter les frais vétérinaires. tiens mon amour. Montrez-moi. On lui nettoie les yeux, on lui nettoie les oreilles, on nettoie ses petites papates, tout ça. Hop. Elle a besoin d'être chouchoutée. Le caniche Shih Tzu Poodle a été adopté il y a 8 ans. La petite chienne avait été maltraitée par ses précédents propriétaires. Alors Mélanie s'est donné pour mission de lui faire oublier ce calvaire. Assise sur son popotin et massage des coussinets. On y va. On masse. Pour cette jeune mariée qui n'a pas encore d'enfant, l'animal est au centre de toutes les attentions. Allez hop. Et vous avez remarqué, j'ai aussi le petit plaid. Au cas où la photo n'était pas assez grande, c'est histoire de bien la voir. Et encore, vous n'avez pas vu mon pyjama? Avec mon visage et son visage. Hop là. Donc on a tout rassemblé dans un endroit. Ses jouets, ses pulls, ses manteaux, ses petits shampoings, petits soins pour quand on lui donne son bain, etc. Vous n'êtes pas un peu dingue de votre chien? Je suis dingue de mon chien. Ça, je le dis ouvertement, je suis dingue de mon chien et il n'y a clairement rien de trop beau pour qu'elle puisse être bien. Elle m'apporte de l'amour sans faille, sans fin. C'est un amour pur. C'est ma fille, tout simplement. Un avis que partage Adam, Comment ça va? le mari américain de Mélanie. Bonne journée. Malka. Bien, bien, mon amour. Ah oui. I missed you so much, my baby. How was your day? She's my baby. C'est le premier enfant du couple. À l'heure du dîner, Malka est encore la priorité. Hop. Ce soir, ça va être blanc de poulet, haricots verts et riz. Le poulet il vient de chez le boucher, les légumes ils sont bio. Tout est cuit de telle manière que ça puisse vraiment garder tous les nutriments et tous les aliments. Donc je nourris chaque membre de ma famille avec du fait maison et des produits de qualité. J'ai un super sous-chef, mais ça prend du temps. C'est prêt! Il a du poulet pour nous ce soir? Pas du tout. Qu'est-ce que vous mangez? À table. C'est l'heure de manger. Bon appétit, Malka. Bon appétit, mon amour. Bon, alors franchement, on n'est pas obligé toujours de cuisiner des bons petits plats pour ces animaux de compagnie, surtout lorsqu'on sait que 95% des chats et des chiens mangent des croquettes. Regardez, il y en a beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà ma sauveuse, Charlotte Deveau. Vous êtes vétérinaire et nutritionniste. Vous allez, Charlotte, nous aider à y voir plus clair. Et si vous le voulez bien d'abord, m'aider à porter tout ça. Allez, allons-y. Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information qui pourra nous aider à choisir les bonnes croquettes pour notre animal? Alors, la première que je pourrais vous donner, c'est de vous méfier du marketing. Tout ça, votre chat ne peut pas l'acheter tout seul. Non. Donc le marketing s'adresse à vous. Hein? Et le marketing essaie de s'adresser à votre culpabilité. Parce que vous avez un chat ou un chien, je ne sais pas, vous avez un chat ou un chien? J'ai un chat. Vous avez un chat. Et comme pour vos enfants, vous aimeriez bien nourrir votre chat avec du fait maison, avec du naturel, mais vous n'avez pas le temps. Non. Donc vous culpabilisez pour votre animal. Et donc nous, je vous propose de vous vendre de la bonne conscience en vous disant, si vous achetez mes croquettes, c'est comme si vous avez cuisiné du bon filet de poulet pour votre chat. Avec des carottes, des petits pois, des pommes, des myrtilles, des baies de goji. Tout ça. Et ça, tous ces paquets, il y a ce genre de choses dessus? Bah regardez. C'est un peu plus subtil, ça ne s'adresse pas à vous, ça s'adresse aux gens qui veulent faire de l'alimentation
cru, biologiquement approprié, tout ça, naturel. Donc là, ça s'adresse à votre chat, c'est un chasseur, il est sauvage, vous voyez. Il n'a pas trop chat sauvage. Chat sauvage, on a Volin. Votre chat est un lynx. Il faut savoir que les lynx, ça mange des chevreuils. Hein, donc, Mais là, c'est votre chat mange des vraies proies et donc on s'adresse plus. Vous voyez, il n'y a que des images de viande. Il n'y a plus les images de carottes et tout ça. Donc à chaque fois, ça va s'adresser à votre sensibilité. À des profils différents. Tout à fait. Ça, c'est pour le marketing, mais au niveau nutritionnel. Parce que je répète que vous êtes nutritionniste. Est-ce qu'il y a des croquettes qui sont meilleures que les autres? Est-ce que se valent toutes? Non, elles ne se valent pas toutes. Alors, entre la croquette qui va être à 50 centimes le kilo et des croquettes vétérinaires où il y a de la recherche derrière, donc par exemple, il est où? Ça, typiquement, c'est une croquette qui est issue de la recherche scientifique. C'est quelque chose qui serait impossible de faire, par exemple, nous, en cuisinant notre animal. D'accord, donc il y a un apport réel supplémentaire dans ce genre de croquettes. Ah, mais qui a été prouvé par des études scientifiques. Alors Charlotte, je pense que la plupart des Français ne le savent pas, ça représente 4,5 milliards d'euros par an en France. Et à l'intérieur de ce marché, il y a deux grands groupes qui ont 65% des parts du gâteau, c'est Mars et c'est Nestlé. Ça non plus, on ne le sait pas. Est-ce que vous pouvez nous aider, vous, à nous dire quelles sont les croquettes qui appartiennent à Mars et celles qui appartiennent à Nestlé? Bien sûr. Alors, à Mars, par exemple, on va avoir les croquettes Royal Canin, Crave, Frolic aussi, c'est Mars. Ok. Et Origine qui a été racheté récemment par Mars. Ça, c'est Mars. Ouais. Nestlé, ils ont Pro-Plan, ils ont Purina, donc on aura aussi tout ce qui est Purina One en grande surface, tout on en ce voit qui beaucoup, est oui. Friskies. Ok. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on voit à quel point ces grandes multinationales investissent dans l'alimentation animale parce qu'il y a un ratio de bénéfices qui est très important. En fait, c'est le deuxième ratio de bénéfices après le café. Mais vous allez voir aussi un peu plus tard dans notre émission que petit à petit, elles rachètent les cliniques vétérinaires en France en ce moment, mais elles l'ont fait auparavant au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis. Mais d'abord, on va aller à la rencontre de ceux qui volent au secours des animaux maltraités. Quelque part sur une route du Vexin, Régis vient d'être appelé pour une mission de secours. Ok, donc là, le chien, il est toujours à la mairie. Et on nous attend en urgence. Ok, je te tiens au jus. À toutes. En fait, on a été alerté pour un chien qui s'est fait mutiler au niveau du crâne et des yeux avec de fortes brûlures. Et là, tout simplement, on s'apprête à retrouver ce pauvre loulou qui a été récupéré grâce à la solidarité des citoyens de la commune. On est souvent dans l'urgence et là, je dois bien vous avouer que, vu la photo qu'on a reçue, en fait, c'est changement de planning direct. Bonjour, Régis de la Fondation Assistance aux Animaux. Élodie, secrétaire de mairie et accessoirement, j'essaye de prendre soin de cette louloute. Ok. Waouh. Ouais, c'est impressionnant. Cette chienne, une Staffordshire Terrier, errait dans cette commune de l'Oise. Alors ma belle. Aucune trace de son propriétaire. Et elle avait été retrouvée il y a combien de temps à peu près? Elle a été retrouvée dimanche matin. D'accord. Dimanche matin sur la route par une habitante qui l'a gardée jusque-là. D'accord, ok. On peut constater une brûlure énorme sur le crâne, que ce soit de l'acide ou du feu. Voilà, c'est difficile de le déterminer. Et d'autres détails de barbarie, à savoir des lésions sur tout le crâne en fait. Regardez sur le côté ici. Elle aurait été tapée? Probablement. Et vous, madame, vous avez déjà vu un chien comme ça? Non, c'est la première fois et c'est compliqué. Très compliqué à gérer. Pourquoi? Parce que c'est très dur de voir ça, parce qu'on en entend beaucoup parler mais qu'on le voit pas. Et que là, de le voir, ça fait mal. Petit doudou. Et c'est vrai que c'est toujours incompréhensible, même en étant dans le métier depuis un certain temps. En arriver à ce genre de geste sur des êtres sensibles et innocents, c'est... il n'y a pas de mots, quoi. Non, il n'y a pas de mots, non. Du tout. Pépette.
L'état de santé de la chienne risque de s'aggraver. Allez, ma grande. Voilà, c'est bien. Régis l'emmène chez une vétérinaire avec qui il travaille souvent. Là, il faut qu'on fasse au plus vite pour que notre vétérinaire le prenne en charge et lui apporte les soins nécessaires. Et vu ce qu'on a vu, il va avoir du taf, notre veto, ça c'est clair. Voilà la victime du jour. Bah, t'as l'air sympa. Elle est adorable. Adorable. A priori, il y a une lésion qui est assez étendue et qui est ce qu'on appelle en voie de détertion. Et je pense que les cornées ont été atteintes aussi. Alors, je n'arrive pas bien à vous dire si ça a été brûlé. Voilà. La plaie sur son crâne nécessite des soins immédiats. Je vous donne des lunettes. Donc le principe, c'est que c'est une lumière qu'on va appliquer sur la plaie et qui va en fait stimuler les cellules pour faciliter la guérison de la plaie. Voilà. Oh, t'as la classe. Magnifique. Le coût de cette consultation, 100 €. C'est bien, ma puce, c'est mignon. Pris en charge par l'association. Ma première idée, c'est de la colère, parce que je conçois pas qu'on en vienne à ce type d'extrême quand même sur un chien. Si on n'en veut pas, on n'en prend pas, mais de là à aller maltraiter des animaux comme ça, je vois pas le... Enfin, ça fait 18 ans que j'exerce, mais ça me dépasse encore. Voilà, j'arrive toujours pas à intégrer ce genre de choses. Voilà. On a eu un autre ce matin qui a été victime de coups. Donc c'est le deuxième de la journée, donc c'est bien. À la fin de l'examen, la vétérinaire cherche à savoir si la chienne est identifiée. Donc ça, c'est un lecteur de puces électroniques, parce que les animaux aujourd'hui sont la plupart du temps... on tatoue encore, mais c'est quand même très peu fréquent. Aujourd'hui, on pose des puces électroniques. A priori, il n'y a pas d'identification. Sans cette identification, pourtant obligatoire, impossible de savoir à qui elle appartient. L'association de Régis va tout faire pour retrouver la personne à l'origine des blessures. Elle a porté plainte contre X pour sévices graves, actes de cruauté et abandon. Alors que le Code civil a longtemps considéré les animaux comme des biens meubles, depuis 2015, ils ont un nouveau statut, celui d'être doués de sensibilité. Si les actes de maltraitance ont augmenté de 30% en 5 ans, la justice protège les bêtes et condamne de plus en plus lourdement les auteurs de violences. Les animaux sont désormais des justiciables, presque comme les autres. Et nos amis à quatre pattes ont même des avocats pour porter leur voix. Isabelle Garbi-Terrain a fait de la défense des animaux maltraités sa spécialité. J'ai pour habitude, si vous voulez, lorsque j'ai des clients, de vouloir au moins les visionner, mes clients animaux. Vous voyez, je veux savoir pour qui je plaide. Cet après-midi, elle a rendez-vous près d'Aix-en-Provence pour une affaire impliquant 2 chiens et un voisin. Ah, je les entends aboyer. Et alors? Ah, bonjour madame. Eh bien, Joy, viens ici. Alors là, c'est la plus petite. Ouais. C'est Joy et la plus râleuse. Ah, mais ça... Je suis ton avocat. Je suis ton avocat. Hein, ma fille? Alors Isabelle, vous dites que vous êtes l'avocate des chiens, du coup? Avant d'être l'avocat de leur maître, je suis l'avocat des chiens. Oui, parce que c'est eux qui ont souffert. Voilà, donc je trouve que ce sont eux les véritables victimes, ceux qui ont eu mal, qui ont été opérés, les parents, enfin les maîtres des chiens, c'est des victimes collatérales. On voulait absolument, justement, un avocat qui soit sensibilisé à la cause animale et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Maître Terrain. Les faits se sont déroulés l'année dernière au mois d'avril. Le scénario est digne d'un polar. En l'absence de leur maître, les chiens, Joy et Jeiku, sont gardés par des dog-sitters. Dans le jardin, ces derniers vont faire une découverte surprenante.
Ils ont vu les chiens qui étaient sur la butte à l'entrée se disputer ce qui semblait être de la nourriture. Et en s'approchant, donc ils ont vu ces saucisses avec des vis. Et immédiatement, ils sont allés à la clinique vétérinaire ouverte à ce moment-là. Et le vétérinaire a pu sauver les chiens puisqu'il venait de les ingérer. Donc ça, c'est les radios après quand on les a fait vomir. Il faut savoir que ça, c'est l'estomac de notre chienne, de la petite, du teckel. Donc vous imaginez, 12 vis dans un estomac de petit chien. Donc c'est fou, c'est sidérant. La scène va se répéter quelques mois plus tard. Mais cette fois, elle est filmée. Et donc il était juste au coin pour lancer les saucisses. Grâce aux caméras de surveillance installées entre-temps par la propriétaire. Voilà, donc ça c'est la personne qui... il passe une première fois, il regarde s'il n'y a personne. Donc là les chiens aboient parce qu'il est proche de la clôture. Là il lance ces fameuses saucisses là, qu'il a mis dans sa poche. L'homme sur la vidéo est venu les poches bien pleines. Il va lancer une 50aine de saucisses aux 2 chiens. Ça me fait mal au cœur parce que je vois mes chiens remuer la queue ils sont... Là, on leur apporte des friandises. Je suis écœurée. Ouais. Et là, il l'appelle. J'écoute le gros. L'appelle parce qu'il en veut encore. C'est sa façon de le remercier. Ouais. Sur l'image, à sa grande surprise, Isabelle reconnaît un voisin. C'est quelqu'un ces gens qui supportent pas trop le bruit, mais on a des rapports courtois avec eux. Ça fait 16 ans qu'on habite ici, on a de bons rapports avec tous les voisins. Alors même s'ils supportent pas le bruit, ils sont pleins de tout, mais jamais des chiens. Quand vous imaginez quelqu'un assez sadique pour prendre une saucisse comme ça, enfoncer ces petits clous de force dans 50 saucisses, il faut vraiment avoir une haine, être complètement... Je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais non, je suis atterrée, je ne peux pas comprendre. C'est très étonnant de se dire que dans les parages, il y a quelqu'un comme ça. C'est très surprenant. C'est pas possible de laisser passer des actes aussi graves, parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un type comme ça ? Quelle est la motivation? Quel est le ressort psychologique? La cruauté pour la cruauté, c'est quand même étonnant. Et puis vous savez qu'il y a quand même un glissement subrepticement, quelqu'un qui aime faire souffrir, peut-être si on jugule pas ça, peut passer à quelque chose d'autre. Ça s'est déjà vu. Vous voulez dire envers des humains? Envers des humains, envers d'autres chiens. La propriétaire de Joy et Jayku a porté plainte contre son voisin pour acte de cruauté. Oui, toi aussi, tu en veux des caresses. Oui, ils sont jaloux. Hein. Ouais. Nous l'avons contacté, mais il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il sera jugé d'ici quelques mois. Allez, à bientôt, madame. Au revoir. Au revoir. Merci d'être venue. Au revoir. Le voisin encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Cette affaire est l'un des nombreux dossiers pour lesquels l'avocate est sollicitée tous les jours. À Aix-en-Provence, nous la retrouvons chez elle. Tu viens se piquer? On va donner à manger à Michkou et Kirikou. Allez, viens avec moi. Tu vas voir comme ils aiment la salade. Et alors? Évidemment, entourée de ses animaux. Ça, c'est Kirikou. Tiens, regarde. Oh, c'est bon, c'est du melon. J'ai 2 chiens des sauvetages. J'ai un chat, un sauvetage, et 2 tortues. Et depuis toujours, et je dis bien depuis toujours, j'avais caressé le rêve de pouvoir aider. Parce que j'ai toujours été sensible à ce qu'on leur faisait subir. Tiens, tu as de la salade là, si tu veux. Hein? En 2017, après 30 ans de droit pénal, l'avocate délaisse la justice des hommes pour celle des bêtes. Aujourd'hui, elle défend plus de 50 animaux maltraités. J'ai Fendi, dans le nord de la France. Voilà, on l'a trouvé comme ça, errante. J'ai Amel, c'est un cheval. Voilà dans quel état on l'a trouvé. Rinato,
qui a été trouvé dans cet état-là. J'ai voulu mettre mon diplôme au service d'un être véritablement vulnérable, dont j'étais certaine de l'innocence. Avec un animal, il n'y a pas de surprise. Voilà, il est véritablement loyal, lumineux, innocent, c'est certain. Et j'ai voulu défendre le peuple des sans-voix. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des classements sans suite à foison, qu'il y avait des plaintes qui n'étaient pas traitées, et qu'il y avait un décalage énorme entre le nombre d'actes qui sont révélés, qui sont dénoncés, et le peu de comparutions correctionnelles. Alors, Isabelle compte bien se battre jusqu'au bout pour Sky Angel et Star Angel. Roxane, c'est moi. Bon, voilà, je vous appelle un petit peu, là, bon, comme prévu. Hein. À l'autre bout du fil, une jeune avocate. Ensemble, elles vont défendre ces deux bêtes dont la maîtresse a déménagé. Elle a quitté cet appartement et abandonné ses deux chats sur le rebord de l'une des fenêtres. Sans eau, sans nourriture et sans possibilité de s'échapper. Au bout de 2 semaines, ils ont fini par sauter du 8e étage et sont morts. Finalement, ils se sont suicidés de désespoir. Voilà. Donc c'est un dossier très, très triste. L'audience se déroule le lendemain au tribunal judiciaire de Saint-Étienne. L'avocate est bien décidée à sortir les griffes. Nous n'avons pas pu la filmer face au juge, mais elle a accepté de nous lire un extrait de sa plaidoirie. Sky Angel et Star Angel ont souffert le martyre. Il faut leur rendre justice pour sanctionner l'horreur qu'ils ont subie, appliquer la loi, éviter de donner à leur maîtresse un permis de continuer, pour que sur son casier, il y ait une trace de ce supplice, que désormais on sache que la justice n'accepte plus ces comportements et protège les animaux vulnérables de la cruauté humaine. La maîtresse des chats a reconnu les faits. Elle risquait 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. Elle écope finalement d'une contravention de 1 500 € et d'une interdiction à vie de détenir un animal. Et je ne pensais vraiment pas que, comment vous dire, que ces petites bêtes allaient rester comme ça. Que je me disais peut-être quelqu'un va leur donner à boire ou à manger. Bon, c'était pas leur rôle, c'était un fait. Mais étant donné qu'ils se sauvaient souvent. Vous le regrettez? Oui, énormément. C'est un fait que là, je me dis, t'as fait du mal à des animaux, quoi. Indirectement, mais je leur ai fait du mal à ces petites bêtes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette peine? Je trouve que c'est un petit peu dur de ne pas pouvoir reprendre d'animaux, quoi. C'est vrai? Oui. Vous auriez voulu reprendre des animaux après cette histoire? Bah écoutez, si j'avais pu, oui, mais bon, là, non, je veux pas tenter le diable, là, parce que si jamais on vient me contrôler ou quoi, qu'est-ce, hein, voyez-vous. Elle n'a pas fait appel de la décision. C'est Nadine, responsable d'une association de protection animale, qui a mandaté Isabelle, l'avocate. Pour elle, cette condamnation est un soulagement. Tout ce que la présidente a dit, j'ai eu le sentiment qu'elle avait entendu la souffrance de ces deux. Et pour moi, j'ai eu l'impression qu'il me regardait de là-haut et qu'il nous disait à tous, là, tous ceux... on s'est battu pour eux et il nous disait merci, on a été entendus. Voilà. En revanche, Maître Garbi-Terrain juge la peine trop clémente. Nous aurions aimé, les uns et les autres, entendre dans cette condamnation le mot prison, même avec sursis, attention. Nous ne l'avons pas entendu et nous sommes déçus. Personnellement, je voudrais que la justice passe de façon... les cognes, vous voyez. Je voudrais que la justice... Je veux des peines d'incarcération. Hein. Je veux des peines d'incarcération parce que je veux protéger les animaux. Vous voyez, c'est ma mission sur Terre. Voilà. C'est le combat de ma carrière. Les sanctions pour maltraitance envers les animaux ont été renforcées par la loi en 2021.
Désormais, il est plus fréquent que les auteurs de sévices graves écopent de peine de prison. C'est le cas dans une affaire dont Régis s'est occupé. Nous le retrouvons dans un refuge de Seine-et-Marne avec sa responsable. Le propriétaire de l'animal a été condamné à 2 ans de prison, dont enferme. La chienne s'appelait Texas. Oui, bonjour ma fille. Elle a été rebaptisée Hope. Bonjour. Régis l'a récupérée il y a 6 mois après un signalement de maltraitance. Depuis, la chienne a retrouvé la douceur d'un foyer. Ça fait tellement plaisir de la voir en pleine forme comme ça, en pleine possession de ses moyens. On n'était pas sûr qu'elle garde toute sa motricité et tout. Et elle est magnifique en fait. Elle est superbe. On l'a récupéré, c'était un bébé brisé. Et là, on a fait un grand doudou en pleine forme. Ça fait trop plaisir. Avant d'être recueillie par l'association, la chienne appartenait à 2 personnalités du monde du rap, connues sur les réseaux sociaux sous le nom de Rob et Roca. Alors âgée de 4 mois, Hope apparaît même dans certains de leurs clips. Mais c'est un tout autre chiot que découvre Régis quand il est appelé par la police pour venir la secourir. Voilà ce que j'ai vu en arrivant et voilà, gros choc. Sa tête est complètement déformée par les coups. Et au milieu de ce gros crâne difforme, il y a des yeux pleins d'incompréhension et de douleur, parce que quand on l'a retrouvée, elle était vraiment en souffrance. Voilà ce que le vétérinaire note dans son rapport. Un très grand nombre de cicatrices sur le crâne, le corps et les pattes. Plaies joue droite circulaire, pouvant être des traces de brûlure de cigarette. Plaies entre les yeux. Hématome de 10 cm de diamètre sur le haut du crâne. Fracture du crâne en regard de l'hématome à confirmer par un scanner. Fracture ancienne des côtes 8, 9 et 10 avec formation de cale, donc, qui datait de 2-3 jours. Les lésions observées ce jour mettent en évidence des sévices graves. C'est rare que ce soit aussi long. C'est rare qu'il y ait tant que ça. Et encore une fois, à cet âge-là, franchement, c'est... C'est le fait qu'elle ait 4 mois, qu'elle ait déjà vécu tout ça, quoi. Ce qui est aberrant. La fondation a porté plainte contre les rappeurs. Un chat, s'il arrive à se sauver. Ils ont accepté de répondre à nos questions. Ni Roca, ni Rob ne reconnaissent les faits. Est-ce que vous avez déjà tapé sur votre chien? Alors non, pas du tout. On l'a éduqué avec le maximum d'amour possible. Si par taper, on entend prendre un journal et lui tapoter la fesse, bah tout le monde tape son chien. Sinon non, c'est-à-dire ça sert à rien de violenter un bébé chiot, tout le monde le sait que ça te suit partout. Moi j'ai déjà expliqué plusieurs fois, je suis tombé avec elle dans les escaliers et ça je m'en veux. Ils accusent d'autres personnes d'avoir frappé leur chienne. Ce qui s'est passé, c'est que nous, en fait, on s'est pas rendu compte que le dog-sitter et des amis à nous l'avaient maltraité. Vous dites qu'il y a le dog-sitter qui lui a mis des coups, votre ancien ami qui lui a mis des coups, vous qui êtes tombé dans l'escalier, il a eu pas de chance, ce chien, quand même. Ouais. Il n'a pas eu de chance du tout. Si on a su que ça serait passé comme ça, on n'aurait pas pris de dog-sitter. En fait, on s'en veut parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais c'est fait, c'est fait. Leur version n'a pas convaincu le tribunal. Rob a fait appel de sa condamnation à 2 ans de prison, dont enferme, avec bracelet électronique. Roca n'est pas encore jugé. En attendant, sur les réseaux sociaux, leur chienne Hope est devenue un emblème de la maltraitance animale. Pour les cas les moins graves, la justice mise sur la pédagogie. À Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, elle organise des stages de sensibilisation. On va passer la journée ensemble.
Donc nous arrivons à 4 et avec Hancock, donc qui est mon chien, qui a subi des sévices et actes de cruauté et qui va très bien aujourd'hui. Donc voilà, il va nous accompagner toute la journée. Donc Céline Gardel, je suis capitaine de police sur Toulouse et je suis très impliquée dans la cause animale depuis 4 ans. Donc présidente de l'association Les 4 Patounes. Autour de la table, 8 personnes poursuivies pour des mauvais traitements. Ce stage est obligatoire et payant, 150 €. Voilà. Il leur évite une amende plus Vous importante. voulez commencer dans quel sens? J'ai traversé un des pires moments de mon existence ces dernières années. Voilà. Donc effectivement, je n'ai pas pris soin de mes animaux à ce moment de ma vie autant qu'ils l'auraient mérité. Je le reconnais et je suis là pour pouvoir assumer ma faute. Je travaillais tous les jours, je pars tôt, je rentre tard. Et un jour, je suis rentré, j'avais un mouton qui était pris dans la corde de la balançoire. Un mouton que je garde, j'en ai qu'un. Et apparemment, la voisine l'a vu, elle a porté plainte pour maltraitance. Et voilà pourquoi je suis là. On est juste là justement pour vous donner des outils. Nous, l'objectif de la journée, c'est lutter contre la récidive et essayer de vous donner un maximum d'informations pour essayer d'avancer au mieux dans le futur. Voilà. Alors quand je dis possible, moi je suis très cartésienne, c'est la loi. Céline Gardel cherche à provoquer un déclic chez les participants. Pour cela, elle a une botte secrète. Je vais juste donc vous montrer un petit épisode de la vie de Hancock. Alors ça peut choquer un peu. C'est vraiment un grand malade. Tu veux faire quoi? Tu veux lui éclater sa gueule? Oui, c'est ça. Si je vous ai passé cette vidéo, c'était pas gratuit. C'était juste que si on se met sous le prisme en fait du monsieur, en fait lui il a juste pété les plombs. Il était pas bien, il s'est énervé. Bon, le chien a pris un peu. Pour avoir violenté Hancock, son maître a écopé de 4 mois ferme et 10 ans d'interdiction de détenir un animal. Ouais, 2-3 ans, c'est ça, de prison. La peine encourue était plus lourde. Dans le délit de sévices et actes de cruauté, donc, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Si c'est fait par le propriétaire de l'animal, on peut monter à 4 ans. La journée se termine. Céline Gardel remet une attestation de présence aux participants. Le stage semble avoir provoqué quelques prises de conscience. Notamment chez cet homme, poursuivi pour avoir mis des coups à sa chienne. C'était plutôt une sanction en fait, parce qu'elle m'avait littéralement mangé les poules. Et du coup, à ce moment-là, je suis arrivé et puis, oui, je l'ai frappé, mais pas comme on a vu à la vidéo, quoi. C'était vraiment des claques banales comparé à ce qu'on a vu. Et je nie pas ce que j'ai fait, hein. Loin de là. Je sais ce que j'ai fait, c'est pas bien, tout ça. En quoi vous avez l'impression que c'est utile d'être ici? D'apprendre des erreurs, d'apprendre de ses erreurs. L'animal lui-même ne mérite pas de ce qu'on lui fait, quoi. Ce stage, c'est le procureur de la République de Saint-Gaudens qui en est à l'initiative. Pour lui, l'enjeu va bien au-delà de l'animal. Une maltraitance peut en cacher une autre. J'ai déjà eu à plusieurs reprises des situations où l'animal est victime de violence et derrière la question de la libération de la parole, parce qu'on va parler de la violence faite à l'animal, eh bien on va réussir à tirer le fil et finalement libérer la parole pour finalement entendre qu'il y a des violences au sein du couple, à l'égard des enfants, à l'égard de la compagne. Signe de l'importance que prend désormais la protection animale, les associations prennent aussi la défense de chiens agresseurs, condamnés à mort par la justice. Dans le village d'Amance, en Meurthe-et-Moselle, le procureur s'est saisi du cas de 2 chiens, désormais âgés de 2 ans. T'as la patte? Je te la patte. Oui. Ça, c'est Thor. C'est un American Bully, du type molosse. Thor et son frère ont été récupérés il y a 1 an par la SPA. Alors ici, c'est Arès, le frère de Thor, qui
qui est plus impressionnant que son frère, on peut le dire. Les 2 chiens risquent aujourd'hui l'euthanasie. Il y a 1 an, ils ont grièvement mordu l'enfant de leur propriétaire, âgé de 5 ans. Comme on le voit sur ces photos prises par les gendarmes, ils lui ont arraché l'oreille et l'ont blessé au dos. Le petit garçon est resté 3 semaines à l'hôpital et il va bien aujourd'hui. Nous avons joint sa mère par téléphone. Elle ne sait pas qu'elle est enregistrée. Eh ben, en fait, il y a qui jouait avec un des chiens, qui chahutait, quoi, rien d'inquiétant, quoi. Et puis, en fait, il y a un reste qui s'est vu canapé et il a été vers... Au début, je pensais qu'il jouait avec. Et en fait, non. Il était en train de commencer à le mordre, en fait. Et du coup, je suis intervenu et il l'a chopé à plusieurs reprises. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans leur tête. Pourtant, c'est des chiens réputés super protecteurs. Les propriétaires remettent les chiens à la SPA et sont favorables à leur euthanasie. Le procureur de Nancy se saisit de l'affaire pour éclaircir les circonstances de l'accident. 1 mois après les faits, il rend cette ordonnance dans laquelle il demande la remise des chiens aux maires en vue de leur euthanasie. Bonjour. Bonjour Madame Julie, ça va? Oui, très bien. Ah, bah on a notre ami Voilà Thor. notre Thor, tout calme. Bah oui, il est tout calme. Oh, bah oui. Depuis, l'association mène avec son avocat un combat judiciaire pour sauver la vie d'Arès et Thor. Donc voilà, c'est sûr que là, ils testent. Ils ont fait évaluer leur dangerosité par un vétérinaire et un comportementaliste canin. Oui, alors après, il a poussé jusqu'à le faire caresser par des inconnus. Ouais. Il y a même des enfants à un moment, assez grands, en demandant aux parents. Lui, il sait ce qu'il fait. Il joue, quoi, enfin. Et de toute façon, c'est ce qu'il met dans son bilan comportemental papier. Il dit que de toute façon, on voit que c'est des chiens qui ne demandent qu'à apprendre. Non, il a dit, là, franchement, effectivement, c'est des très, très bons chiens. Vu l'âge qu'ils avaient, donc 2 mâles non castrés, en pleine adolescence, à 9 mois, c'est des ados, vu le comportement qu'ils ont eu au début ici, ils ont dû se battre. Alors, est-ce que l'enfant était au milieu ou autre? Mais ça a dégénéré, c'est monté en pression et il s'est retrouvé au milieu. Voilà, pour moi, c'est ce qu'on appelle un accident. Avant, finalement, jamais on n'aurait même pensé contester une décision d'euthanasie. Ce serait venu à la tête de personne, ou de peu de personnes en tout cas. Et ce qui est aussi un indice des temps. Si on fait un parallèle, effectivement, on se dit, bon, on a aboli la peine de mort. Par contre, on fait la peine de mort pour des chiens. Il y a quand même quelque chose d'illogique. Qu'adviendra-t-il d'Arès et de Thor? Désormais, leur sort est entre les mains du maire de la commune. Il dispose du pouvoir de police en matière de chiens dangereux. Son choix s'annonce difficile. C'est pas un cadeau, mais on n'est pas élu pour prendre des cadeaux. Donc on est plutôt là pour essayer d'assumer au mieux les responsabilités qu'on nous donne. Et donc on va les assumer au mieux en fonction des informations qu'on voudra bien nous donner. Et pour le coup, peut-être qu'en les plaçant chez des personnes qui sont sensibilisées, qui savent gérer ce genre de chiens, ça peut être une alternative à l'euthanasie ou même au fait de les laisser jusqu'à la fin de leur jour dans un refuge, qui n'est pas non plus une solution. En attendant la décision du maire, Arès et Thor profitent de leur sursis. Trois semaines après son sauvetage, je suis allée prendre des nouvelles de la chienne qui avait été gravement brûlée au crâne. Salut! Oui, salut! Salut toi! Bonjour Régis! C'est là que ça se passe? Bonjour Élise, bienvenue au refuge. Je referme la porte. Je vais vous présenter Raya, elle est à l'infirmerie encore. Elle est à l'infirmerie Toujours encore? à Ah oui, l'infirmerie. d'accord, ok. Alors comment elle va, cette petite que vous avez récupérée? Il y a combien de temps déjà vous l'avez récupérée? Alors, ça fait 3 semaines et demie. Raya, viens. Ah, elle s'appelle Raya alors? Elle s'appelle Raya.
Elle va mieux, objectivement. Hein. Raya va beaucoup mieux. Au niveau de la cicatrisation, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, comparé à... Ouais, c'est encore pas terrible, mais ça va beaucoup mieux, quoi. Ça a été beaucoup plus rapide que ce à quoi on s'attendait. Ah oui, c'est vrai? Oui. Le traitement, en fait, au laser a accéléré de manière très efficace la cicatrisation. Alors, Régis, c'est vous qui l'avez amené ici. Oui. Et en gros, sa nounou, enfin, j'exagère, mais c'est Brice, quoi. C'est ça. Et Brice, elle a plein de soins, Raya, j'imagine, quand même. Alors, il y a un traitement assez lourd. Donc, elle a des soins quotidiens. On utilise 4 collyres différents, espacés de 10 minutes, 3 fois par jour. Ah ouais, c'est du boulot, d'accord. Cette chienne, manifestement, elle a été maltraitée, pas qu'un peu, elle a été très maltraitée. Elle aurait peut-être pu y passer. Vous arrivez, elle vous connaît pas, elle vous saute dans les bras? Oui, elle me lâche le visage rapidement. Mais c'est vrai que c'est le contraste qui marque un petit peu entre le geste qu'elle a subi, qui est immonde, et puis juste son comportement envers l'humain. C'est particulièrement touchant, forcément. Et il n'y a pas de crainte, quoi. Elle a pas eu peur de vous. Et bon, Non, là, on voit qu'elle a vraiment pas peur de Brice. Mais elle est là depuis un mois. C'est câlin et compagnie, là. C'est gros. Globalement, quand même, on est arrivé dans le refuge, il y a beaucoup de monde. Alors là, actuellement, au refuge, il y a une 40aine de chiens et un peu plus de 60 chats. Le refuge est saturé. Donc vous faites un appel aux adoptions, quoi, en gros. Hein. Oui, complètement. Et j'en profite justement pour préciser qu'on a des portes ouvertes. Alors au refuge ici de Morinvilliers et au refuge de Villevaudet, dans le 77. Donc les deux en région parisienne. 2 refuges en Ile-de-France. On fait des portes ouvertes le 10 et le 11. Association Assistance Animaux. Assistance aux animaux, voilà. Ouais. Il y a des chiens, il y a des chats adoptés, il y en a partout. Raya, t'es d'accord, toi, hein? Il faut venir, non? Raya, t'en penses quoi? Raya, dis oui. Alors, Raya, elle a eu un destin plutôt triste, hein, parce qu'elle est arrivée dans un sale état chez vous. Et il y a déjà une famille candidate. Oui, on a déjà potentiellement quelqu'un. Et tu te rends compte, Raya? Il y a déjà quelqu'un qui veut t'adopter. Elle n'est pas encore finie de soigner, et déjà, il y a des gens qui veulent l'adopter. Bon, en tout cas, si vous le voulez bien, tous les deux, et même tous les trois, avec Raya, on va continuer à parler des soins qui sont apportés aux animaux, parce qu'on s'est intéressé, en fait, aux cliniques vétérinaires. Vous l'avez peut-être remarqué, les soins sont parfois de plus en plus chers. C'est peut-être pas un hasard, parce que les deux groupes dont on a déjà parlé, Mars et Nestlé, commencent à racheter les cliniques vétérinaires en France les unes après les autres. Dans les Hauts-de-France, Sandrine a droit tous les soirs au même accueil. Ah oui. Oh. Hop. Eh ben, j'ai fait des courses pour vous, les filles. Vous allez bien manger ce soir. Cette célibataire possède 5 cavaliers King Charles. Oh, mes bébés. Débordant d'affection. Nous sommes une petite famille nombreuse. Tout d'abord, nous avons Lulu. Elle a 5 ans. Candice, 2 ans. Maëlie, 9 mois. Fiona, 13 ans. Et celle-là qui fait bande à part là-bas, Pénélope, 11 ans. Oh là, oh là, oh oui. J'en ai commencé avec une et en fait, je me suis dit, bah tiens, ça serait bien d'avoir un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Moi, ma passion, c'est mes animaux, en fait. Oh. Allez les filles. Qui va venir se faire brosser. Une passion dévorante, mais coûteuse. D'autant plus que cette race issue de la royauté anglaise a une santé particulièrement fragile, notamment des problèmes cardiaques et des maladies neurologiques. Tous ces classeurs, en fait, c'est ma facturation de mes frais de vétérinaire depuis 10 ans, en fait, que je classe, que je relis. Je peux faire appel à de l'imagerie, des échocardiogrames, de la médecine interne, de la nutrition, un peu tous les champs de la médecine vétérinaire. Moi, je veux qu'elle soit bien soignée et c'est comme ça. Moi, je me vois pas, si j'ai un gros problème de santé, de pas aller chez un spécialiste pour elle. Depuis 2018 et le rachat de son centre vétérinaire par un nouveau propriétaire, Sandrine a vu le budget santé de ses 5 chiens augmenter sans cesse. Il y a une forte augmentation sur tout ce qui va être frais, actes, imagerie. Par exemple,
c'est 2 factures pour des soins dentaires identiques, réalisés l'un en 2016, avant le rachat, et l'autre en 2020, avec le nouveau propriétaire. Quand la clinique était indépendante, j'ai payé 593 €. Et quand elle est passée en regroupement, j'ai payé 721,50 €, soit une augmentation de 120 €, qui est quand même énorme. Hein. Qui peut payer ça? Personne. Moi, j'en ai 5. Franchement, c'est pas possible. Dernièrement, l'une de ces bêtes s'est mise à se gratter anormalement. Cela pourrait être le symptôme d'une maladie chronique courante chez cette race et dont le dépistage nécessite de coûteux examens. Contrairement à la médecine humaine, les tarifs vétérinaires ne sont pas réglementés. Pour que nous puissions comparer, Sandrine a pris rendez-vous dans 3 cliniques de la même région. D'abord, une clinique indépendante. Elle est reçue par un neurologue. Moi, ce qui lui arrive, je pense qu'elle a la cérégomélie. Une maladie chronique qui peut paralyser l'animal. Et elle touche ou c'est dans le... Ah, des fois dans l'huile, des fois. Ok. Bon. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment bien à l'examen neurologique qui est en lien. Donc si on peut aller plus loin, clairement c'est une IRM du coup. Après, c'est quelle prise en charge thérapeutique? Alors, aucune prise en charge chirurgicale, ça c'est clair et net, c'est de la prise en charge médicale. On écarte toute opération chirurgicale en tout cas. Les solutions, la cérégomélie ne s'opère pas. D'accord. Et ça coûte combien ça? On sera autour de, je vous donne le big Ouais. mais on va être autour de 800 €. D'accord. Dans cette première clinique, le devis est finalement un peu plus bas, 737,20 €. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Direction un deuxième établissement de taille équivalente. Bonjour. Valérie, vous êtes la santé. Bonjour Victor. Bonjour. Alors, c'est une petite chienne cavalier, elle a 1 an et demi. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi tout. Alors, je pense Cette qu'elle a deuxième la peur consultation se déroule comme la première. Pas difficile, oui, mais bien. Le diagnostic, ça passe par un examen d'IRM. Ça permet déjà de vérifier que c'est bien ça. Ici aussi, une IRM est prescrite. Retirer en fait ce bout d'os. Mais elle est beaucoup plus chère. Donc il faut prévoir un budget tout compris de 905 €. 905 € et 50 centimes, soit 168 € de différence. C'est 23% plus cher que dans la clinique précédente. La santé de ce petit animal peut-elle coûter encore plus cher? Nous avons un dernier rendez-vous dans le même secteur. Venez, suivez-moi. Le neurologue prend également le temps de discuter avec Sandrine et d'ausculter son patient à 4 pattes. Votre petite chienne a un examen neurologique qui est tout à fait normal. Pour savoir est-ce qu'il y a une cérégomélie, moi j'ai besoin déjà de faire une IRM. Là encore, pas de symptômes évidents. Le vétérinaire propose lui aussi une IRM, cette fois à 906 €. Ça devient difficile de pouvoir soigner son animal correctement. 1 000 € pour une IRM, c'est quand même la moitié d'un salaire qui tombe tous les mois et on n'a pas forcément cet argent sur la main. Les 2 établissements les plus chers ont un point commun. Ils ont été rachetés par des financiers qui, depuis 2018, investissent en masse dans le secteur vétérinaire. Parmi ces sociétés qui misent sur la santé animale, il y a d'abord IVC Evidensia, le leader du marché, avec plus de 250 cliniques. Et son challenger, Anicura, qui détient près de 30 centres de soins. Derrière ces noms méconnus, 2 géants de l'agroalimentaire, poids lourds de l'alimentation animale. Nestlé, qui détient 20% des parts d'IVC Evidensia, et le groupe Mars, propriétaire d'Anicura. À eux deux, ils emploient plus de 1500 vétérinaires en France.
Sur les réseaux sociaux, nombre de ces professionnels se plaignent des hausses de tarifs qu'ils seraient contraints d'appliquer. Objectif de vente à réaliser, plus de choix dans les délivrances, augmentation brutale des tarifs. Ces groupes, ce ne sont pas des entreprises de bienfaisance. Nous serons définitivement devenus des machines à faire du fric, ce que les clients nous reprochent déjà parfois. Vous savez pourquoi vous êtes là? Pour faire du chiffre et basta. Et demain, ce sera la règle. Nous avons contacté des dizaines de ces vétérinaires mécontents. Peu acceptent d'évoquer le sujet. Ouais, non, c'est dangereux pour moi de parler plus à ce stade où nous sommes. Ah, carrément. Oui, voilà, j'en dirai pas plus. Pour être franc, j'ai un petit peu peur aussi des conséquences que ça peut avoir, parce que si jamais, admettons, je dois rechercher dans d'autres cliniques un jour, j'ai pas envie d'être blacklisté un peu. Selon cette vétérinaire qui témoigne anonymement, les tarifs de la clinique où elle exerçait auraient augmenté après son rachat. Alors, dans mon cas, oui, il y a eu une augmentation de prix. Quel ordre? 20-30%. Et c'était justifié? De mon sens, non. S'ils mettent autant d'argent dans une clinique vétérinaire, c'est parce qu'ils veulent en rapporter le double, voire le triple. Et ça peut être justement au détriment de certains animaux, de certains propriétaires. Ce que j'ai perdu, c'est la liberté de pouvoir donner les meilleurs soins aux animaux. Les salariés, les vétérinaires salariés sont évalués sur le chiffre d'affaires qu'ils rendent. On a des sanctions, il y a des avertissements. Si on n'adhère pas aux pratiques édictées par la direction. Vous devez plus faire ça, il faut facturer de telle manière. Les animaux n'ont pas le droit d'avoir de couverture parce que ça coûte trop cher, sinon il faut les laver. Il faut utiliser plutôt tel produit, il faut utiliser tel protocole. C'était très... Une quête de rentabilité qui, selon elle, aboutirait parfois au pire. Les personnes qui prennent les décisions ne sont pas des personnes du milieu vétérinaire, ne sont pas vétérinaires et n'ont pas la connaissance de ce milieu-là. À force de tout standardiser, on oublie que nous, au quotidien, on est face à des animaux, on est face à des êtres vivants. Notre métier, c'est justement de pouvoir s'adapter à chaque situation. Quand on est dans un groupe, on n'a pas cette latitude. C'est noir ou blanc. Les propriétaires ont l'argent tout de suite, comme il faut, et l'animal peut être opéré. S'il ne l'a pas, il faut soit proposer une euthanasie, soit ne pas proposer de soins. Contactée, la clinique où elle travaillait n'a pas souhaité répondre à nos questions. La pression du chiffre d'affaires, les objectifs financiers, le docteur Vincent Pierson les aurait subis pendant 2 ans. Ok, à l'attaque. Ce chirurgien a finalement claqué la porte de la clinique où il était salarié pour monter son propre établissement. T'as un sac péricardique, donc t'as son petit cœur et le cœur est juste derrière le truc qui bat derrière. Avant le rachat par Annick, il pratiquait en moyenne 4 opérations par jour. Selon lui, la nouvelle direction lui aurait imposé, ainsi qu'à ses collègues, d'augmenter la cadence. Un rythme qui l'épuisait et dont il s'était ému auprès de sa hiérarchie. Je suis surpris que vous mettiez en évidence un nombre de chirurgies à faire par jour, 8 chirurgies par jour. Donc l'objectif est donc posé, doubler le nombre de chirurgies réalisées actuellement. Je suis à bout depuis plusieurs mois, vos objectifs sont non atteignables et ne me permettent pas de voir un horizon serein. Je suis noyé par l'activité, vous êtes au courant et vous en demandez encore plus. Il reçoit alors cette réponse de sa direction. En sachant qu'un chirurgien avec 2 auxiliaires spécialisés vétérinaires peut opérer jusqu'à 8 chirurgies majeures par jour selon d'autres cliniques et les retours d'autres chirurgiens seniors, nous sommes surpris de votre demande. Cependant, le planning peut être organisé selon vos desiderata en adéquation avec votre mode de travail, soit 2 chirurgies programmées par jour. Ainsi, vous disposerez de créneaux pour vous adapter aux urgences et autres soins chirurgicaux. En lisant les propos, on pourrait vraiment croire que je suis un tir au flanc. Et à partir du moment où on charge la mule et qu'on doit en faire de plus en plus
dans le moins de temps possible, à un moment donné, on se retrouve à prendre des risques peut-être pas souhaitables pour les animaux. Pour Vincent Pierson, le rachat de la clinique a bouleversé sa pratique vétérinaire. Le gros problème de l'arrivée de ces groupements est, selon moi, l'injection d'énormes sommes d'argent dans le circuit vétérinaire français. Et on peut espérer, croire que ce soit pour augmenter la qualité de soins des animaux au quotidien, en étant à l'intérieur d'une structure pendant plusieurs années. Ce n'est pas nécessairement ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai vu dans la structure précédente pourrait être les prémices de cette valorisation, de cet animal-objet finalement qui n'est qu'un produit à rentabiliser. De son côté, l'établissement mis en cause dit profiter de l'expertise d'Anicura qui leur apporte un soutien dans la gestion quotidienne de la clinique, tout en conservant leur indépendance dans leur pratique médicale vétérinaire, condition sine qua non à la prescription raisonnée des soins aux malades et à l'épanouissement des vétérinaires et ASV qui y travaillent. Contacté, le service de presse du groupe Anicura nous répond que leurs vétérinaires sont pleinement engagés en faveur du développement d'une médecine animale de pointe et de proximité. Le groupement n'a pas souhaité répondre à nos questions car une procédure judiciaire est en cours suite à la radiation de certaines de ces cliniques par le Conseil de l'Ordre des vétérinaires. Seul interlocuteur qui accepte de nous recevoir, le président du syndicat qui fédère les plus importants groupes de cliniques. On va vous passer le micro si vous voulez bien vous asseoir. Il nie toute interférence financière dans le travail des vétérinaires. Le vétérinaire pose son diagnostic et applique ses soins en toute indépendance médicale. Et les groupes respectent cette indépendance médicale. Elle est garantie par le code de déontologie, c'est le premier article. Et vraiment, les groupes respectent la loi, ils s'y conforment le plus strictement possible. Quant aux hausses de tarifs constatées après des rachats de cliniques, le syndicat invoque l'inflation et la flambée des prix de l'énergie et rappelle que la santé animale est un secteur commercial. Le secteur privé, ce sont des entreprises. L'essence même de l'entreprise est d'être rentable et de pouvoir dégager des bénéfices. Sinon, il faut choisir un autre mode d'exercice qui est tout à fait louable, mais ce n'est pas le cas de la médecine vétérinaire en France. À partir du moment où des gens s'associent dans un projet d'entreprise, ils veulent en retirer des bénéfices. C'est tout à fait légitime et ils en retirent des bénéfices à la hauteur des risques qu'ils prennent. Parmi ces groupements en plein essor, IVC Evidensia, le groupe dans lequel a investi Nestlé, a racheté 160 cliniques en 2022. Et il aurait bien aimé mettre la main sur celle-ci, à Nice. Scarlett, c'est à toi. La belle Scarlett. À sa tête, Nicolas Martinez, vétérinaire depuis 17 ans. Comment vous la trouvez depuis l'intervention? Mieux depuis hier. Au fil des années, il a su se créer une patientèle fidèle en essayant de ne pas pousser à la dépense. En fait, ça fait 3 jours. Elle marche plus, elle mange plus. Et je disais hier, elle a bavé, mais abondamment. Vraiment. D'accord. Pour moi, il y a un gros souci. D'accord. Et puis elles ont... Sur un petit animal comme cette tortue, une intervention chirurgicale peut coûter jusqu'à 400 €. La coloration sur la carapace qui est un petit peu rouge ici, là. Oui, oui. Est-ce que vous l'aviez déjà remarqué? Oui, okay, oui, d'accord. oui. Ça peut être un signe de quoi? Ça peut être un signe d'infection, par exemple. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déjà lui faire une radio. Une radio à 63 € va permettre de sérieuses économies à la propriétaire. On est vite embêté par la carapace qui bloque beaucoup de choses. Et on ne peut pas faire de médecine des reptiles bien sans radiographie. Là, c'est la radio de votre tortue. Qu'est-ce que vous voyez? C'est des œufs. Ouais. Elle a tout ça. Oui. Et qu'est-ce que vous voyez de particulier? J'en vois un qui est bloqué ici, voilà. qui sort pas. Qui est engagé sur la sortie et qui ne sort pas. D'accord. Donc l'erreur,
ça serait là tout de suite de vous dire, Madame Ferraud, il faut l'opérer. Non. Donc maintenant, on va réfléchir. Le vétérinaire ne veut pas opérer l'animal, bien que la chirurgie soit plus rentable pour lui. On opère quand il faut opérer. Et là, aujourd'hui, ce serait dommage pour la tortue de l'opérer. Si on peut la sortir de là uniquement avec du médical, des choses simples, c'est toujours mieux pour le propriétaire, pour la tortue, pour tout le monde, quoi. Voilà. Même si pour nous, vétérinaires, plus valorisant. Vous imaginez bien que c'est beaucoup plus intéressant d'aller faire... Et financièrement ? Et financièrement aussi, bien sûr. Mais il faut l'enlever de l'esprit. Il préfère un traitement hormonal, par exemple, moins coûteux. Se retrouve en compétition. Qu'est-ce que vous voulez, moi je le vénère. C'est mon bobologue favori. Voilà. L'année dernière, avec son associé... T'as 2 minutes ? Vincent Martinez a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros. Des performances qui ont aiguisé l'appétit du groupe IVC Evidensia. Pendant des mois, les deux hommes ont reçu des dizaines de mails leur proposant de racheter leur clinique. J'ai le plaisir de reprendre contact avec vous. Je me permets de revenir vers vous. Nous proposons aux vétérinaires un rapprochement leur permettant de bénéficier de nombreux services supports. On leur a dit non, après sans jeu de mots, on ferme la porte, ils rentrent par la fenêtre. Ils essayent toujours de trouver un moyen de nous atteindre. Donc, à chaque fois, les promesses sont les mêmes. Les décharger des tâches administratives pour qu'ils puissent se concentrer exclusivement sur les soins aux animaux. Notre groupe propose aux vétérinaires un rapprochement leur permettant de bénéficier de nombreux services supports. Recrutement, formation, administratif, marketing et communication. Tout en conservant un fort degré d'autonomie dans la gestion de la clinique. Par curiosité, les deux hommes finissent par accepter un rendez-vous. Le directeur d'IVC Evidensia France se présente en personne. Il est venu, il a présenté donc sa structure, ce qu'il voulait faire. Il était séduit par l'idée de nous racheter. Voilà. Mais l'entrevue tourne court. À la simple question, quand j'ai posé, elle est où la dépendance là-dedans, et qu'on me répond, c'est une indépendance somme toute relative. Point. Voilà, je veux dire, le débat s'est arrêté là. Je ne suis pas allé plus loin. J'ai pas eu envie d'aller plus loin parce que finalement, ça concernait pas. C'est pas ma vision du métier. Bon, les négociations ont été rompues avant toute proposition financière. Contacté, le groupe IVC Evidensia affirme que les vétérinaires qui choisissent de rejoindre le réseau conservent leur indépendance en termes de diagnostic, de soins et de prescription. Evidensia soutient les cliniques en leur fournissant des analyses et des recommandations tarifaires que les vétérinaires peuvent décider de suivre ou non. Pendant ce temps-là, la tortue a pondu ses œufs. L'animal est sauvé à moindre coût. Mon indépendance n'a pas de prix. Voilà, pour moi, la médecine vétérinaire ne peut se faire, à mes yeux en tout cas, de manière complètement indépendante, avec comme seul indicateur l'animal, son bien-être et qu'est-ce qui est de mieux pour lui. Voilà, c'est que ça. Il n'y a pas la place pour moi, pour un actionnaire, pour une plus-value. Comment allez-vous ? Bien, ma foi. Mon cher retraité. On rajeunit. La clinique reçoit une 60aine de clients par jour. C'est une petite structure où on ne vous pousse pas à la consommation. Ils ne sont pas là pour faire du chiffre d'affaires. On soigne les animaux, mais sans pousser au crime, quoi. Alors que dans un grand centre, vous n'êtes jamais qu'un numéro. Vous partez, il y en a d'autres qui arrivent, et puis donc, voilà, quoi. On est bon ? Je vous dois. Alors du coup, ça nous fait la consultation et le vaccin, ça fait 81,20. En 2022, la santé animale a généré en France 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Jacques Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu le patron des vétos en France, président du Conseil de l'Ordre. Vous en pensez quoi, vous, de l'arrivée de ces grands groupes qui rachètent peu à peu les cliniques vétérinaires en France ? Vous savez, l'Ordre des vétérinaires n'a pas de jugement de valeur sur l'arrivée de ces groupes. Ce qu'il veut, c'est que si votre animal rentre pour être soigné, le vétérinaire doit pouvoir décider, notamment
des diagnostics complémentaires d'imagerie, de biologie qui doivent être faits dans l'intérêt de l'animal et non pas se voir imposer des critères liés à la rentabilité de chaque vétérinaire. Vous avez peur en gros qu'on leur mette des quotas quoi. Faites tant de radio, faites tant d'IRM, faites tant de ci, tant de ça parce qu'à la fin du mois on a besoin de cet argent. Voilà, enfin, c'est clairement l'idée que l'intérêt de l'animal doit primer. Oui. La profession vétérinaire ne s'exerce pas comme un commerce et donc c'est pour ça qu'il est important qu'ils gardent la maîtrise des décisions et de la gouvernance de leur société. Vous avez l'impression que dans certaines cliniques vétérinaires aujourd'hui, c'est plus les vétérinaires qui prennent les décisions, ce sont les financiers qui prennent les décisions, on est d'accord. Mais alors là, ça veut dire que vous, carrément, vous engagez un bras de fer juridique. Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous espérez au final? Mais depuis 2018, finalement, nous avons d'abord alerté les vétérinaires en leur disant votre montage n'est pas conforme selon notre interprétation au texte. Oui. Nous leur avons laissé un laps de temps pour s'organiser. Au bout de ce laps de temps, comme il ne s'est rien passé, nous sommes rentrés dans un processus de radiation administrative. Et après, maintenant, on est au Conseil d'État. Mais radiation, ça veut dire que vous dites, si vous ne respectez pas la déontologie des vétérinaires, nous, Conseil de l'Ordre, on vous radie. Et oui, ça fait partie des prérogatives du Conseil de l'Ordre. Ce que l'on leur dit, c'est attendez, vous avez un texte, vous avez un règlement, respectez-le. Et s'il est tel qu'il est, ce règlement-là, c'est pour protéger votre indépendance et votre capacité à décider indépendamment des intérêts financiers qui vous sont liés. Alors, très franchement, ça peut vous inquiéter, vous, Conseil de l'Ordre des vétérinaires. Ça peut aussi inquiéter, je pense, pas mal de Français qui ont tout simplement des chiens, des chats. Et pour se rendre compte un peu de ce qui pourrait se passer en France dans les années à venir, il suffit de se rendre au Royaume-Uni. Là-bas, vous allez le voir, les grands groupes ont racheté encore plus de cliniques vétérinaires. Résultat, des soins plus chers, des maîtres et des maîtresses qui n'arrivent plus à suivre et des animaux abandonnés qui se retrouvent dans des refuges. Hey mon grand, tout va bien là-dedans? Au pays de Galles, près de Cardiff, Sarah Rosser dirige un refuge qui recueille les chiens abandonnés. Bon chien. Depuis plusieurs mois, elle constate que de plus en plus d'animaux arrivent ici très malades. Spencer est épileptique. Ses propriétaires ne pouvaient pas payer de traitement médical. C'est pour ça qu'il est arrivé chez nous. Ça, c'est Enzo. Il y a quelques années, on ne voyait pas de bulldog français dans les refuges. Maintenant, on reçoit des appels pour eux en permanence. L'une des raisons, c'est qu'ils ont souvent des soucis de santé. Enzo a dû être opéré pour agrandir ses narines. Il avait vraiment du mal à respirer parce qu'il a une tête très plate. La plupart des centres de chiens du refuge nécessitent des soins médicaux. Coucou mon petit père. Oui, je sais. Sarah ne sait plus où héberger ses nouveaux pensionnaires. Bonjour mes chéris. Vous allez bien? Ça, c'est mon bureau. Aujourd'hui, n'importe quel espace, que ce soit un bureau ou un espace de stockage, on le transforme en chenil pour y mettre les chiens en sécurité. Je n'ai jamais vécu un moment aussi terrible que celui-là dans toute ma carrière. En 4 ans, le budget du refuge en soins vétérinaires a triplé. Allez Fletchy, on avance. C'est bien. Avant la pandémie, ses frais s'élevaient à 108 000 €. Cette année, il devrait atteindre 360 000 €. Dans ce pays où tout le monde adore les animaux, la question des frais vétérinaires alimente toutes les conversations. C'est vraiment super cher. J'ai eu une visite pour Nino, c'était l'été dernier ou l'an dernier. Ça a coûté plus de 1 200 € pour un tout petit truc. Son opération la semaine prochaine va me coûter 520 €. On leur paye des soins qu'on ne paierait même pas pour nous. Sur les réseaux sociaux, une vidéo a relancé le débat outre-Manche. C'est terrible. Je pensais que les vétérinaires étaient là pour sauver la vie des chiens et des chats, des animaux, et pas pour les sauver uniquement si vous pouvez payer. Enfin, c'est pas possible.
Martin Roberts est une star de la télévision. Depuis 20 ans, il anime un programme sur l'immobilier, une émission très populaire au Royaume-Uni. Wincanton est plutôt connu pour son champ de course. Mais en réalité, c'est une petite ville charmante. On sourit. Cool. Bonne journée. Célèbre pour ses conseils immobiliers, mais aussi pour ses 3 labradoodles, Crumpet, Waffle et Noodle. Bonne fille, bonne fille. Ils dorment sur le lit. Pas avec moi, mais sur le lit. Hein? Il n'y a pas grand monde dans ton panier, hein? Non, il n'y a pas grand monde. Ah, ça non. Venez là. L'année dernière encore, Martin avait un 4e chien. Rollo était brun et il était absolument adorable. J'ai quelques photos. Un magnifique, câlin et adorable petit labradoodle. Il avait les yeux les plus gentils qui soient. Un jour, je me souviens de l'avoir caressé. Il avait juste la peau sur les os. Il ne mangeait plus et il avait perdu beaucoup de poids. Donc je l'ai emmené chez le vétérinaire. Dans ce moment de chagrin absolu, vous feriez n'importe quoi pour donner à votre chien la meilleure chance possible. Et là, il y a ce vétérinaire qui vous regarde dans les yeux en disant « Ça pourrait aider votre chien, mais je ne peux pas le faire, à moins que vous me donniez plusieurs milliers d'euros. » C'est dur de revoir ça. Pardonnez-moi. C'est difficile de revivre ce moment. C'est encore très présent. La clinique lui réclame 3 500 € pour faire des tests approfondis, dont un scanner. Malgré ça, son chien ne sera pas sauvé. Et sur les réseaux sociaux, son expérience a suscité une avalanche de commentaires. Tu as raison sur les frais vétérinaires, c'est de l'extorsion. Les vétérinaires sont devenus une machine à profit pour engraisser les plus riches. Martine, je te soutiens à 100% à propos des frais vétérinaires. Ils sont choquants. Il faut dire qu'outre-Manche, soigner son animal coûte encore plus cher que chez nous. Par exemple, pour faire vacciner un chat, il faut débourser jusqu'à 99 € en France, contre 138 € chez nos voisins britanniques. Près de 40% en plus. Et l'écart se creuse davantage pour les actes spécialisés. Une IRM en France ne dépasse pas 1 000 €, alors qu'au Royaume-Uni, il faut compter près de 2 900 €, quasiment 3 fois plus. Alors, comment expliquer de tels tarifs ? Deux hommes se sont penchés sur la question. Nick Warren et Andrew Taylor dirigent un cabinet de conseil spécialisé dans le respect de la concurrence. En 2018, ils ont recensé les propriétaires de toutes les cliniques vétérinaires du pays. Un travail minutieux qui a mis en évidence la transformation du secteur et la présence majoritaire d'un acteur en particulier. 54 des 400 collectivités territoriales que compte le Royaume-Uni sont des secteurs à forte concentration, où IVC détient une grande partie des cliniques vétérinaires. Sur cette carte, chaque centre de soins appartenant à IVC Evidensia est indiqué par une étoile. Prenons comme exemple Hastings, sur la côte sud de l'Angleterre. Vous voyez dans cette zone, y compris cette partie à l'ouest d'Hastings, il y a 9 cliniques vétérinaires et 6 d'entre elles sont la propriété d'IVC. Il n'y a plus d'indépendants ? Non, il ne reste plus une seule clinique indépendante dans ce secteur. Toutes appartiennent à des groupes et pour plus de la moitié à IVC. Aujourd'hui, 5 ans après cette première étude, le groupe IVC Evidensia possède plus de 1000 centres vétérinaires, soit 1 sur 5 à l'échelle du pays. Si IVC détient la plupart des cliniques vétérinaires dans ces zones, c'est plus simple pour eux d'augmenter les prix, car les gens ont moins de choix. C'est plus compliqué de consulter ailleurs. Contacté, au Royaume-Uni comme en France, IVC Evidensia affirme que ces vétérinaires peuvent décider de suivre ou non les recommandations tarifaires du groupe. Un argument
qui n'a visiblement pas convaincu toute la presse britannique. Beaucoup d'articles expliquent que des grosses entreprises ont acheté des cabinets vétérinaires dans certaines zones du Royaume-Uni. Et c'est pourquoi les prix ont augmenté pour les clients et qu'ils vont continuer de payer de plus en plus cher. En novembre dernier, l'autorité de la concurrence et des marchés s'est saisie à son tour de la question des cliniques vétérinaires. L'autorité de la concurrence et des marchés continue de recevoir des plaintes concernant des prix plus élevés ou des services de qualité inférieure en raison du trop grand nombre de cabinets vétérinaires dans la même région sous le contrôle d'une seule entreprise. Ces conclusions sont attendues pour la fin du mois de juin. Face à la flambée des tarifs, des centaines de maîtres ont lancé des cagnottes solidaires sur Internet pour financer les frais médicaux de leurs animaux. Sans aide de l'État, Sarah Rosser a également opté pour cette solution dans son refuge, afin de faire face à ses coûts vétérinaires multipliés par 3. C'est compliqué en ce moment. Notre objectif est de 50 000 livres en tout. Nous avons lancé la cagnotte il y a 3 semaines, mais nous n'en sommes qu'à 19 000 pour l'instant. Donc il reste du chemin. Il manque donc à Sarah 58 000 € pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Et ce n'est pas seulement l'avenir du refuge qui se joue avec cette cagnotte. Si nous étions contraints de fermer parce que nous ne parvenons pas à réunir assez d'argent pour continuer, il n'y aurait aucune autre option pour ces chiens. Ils n'auraient aucun autre endroit où aller, donc je pense que nous devrions prendre des décisions extrêmement difficiles. Les euthanasier? Probablement oui. Ces chiens n'auraient nulle part où aller, ils seraient euthanasiés. Allez, viens, on va voir maman. Il y a tout de même des moments qui parviennent à lui redonner le sourire. Abandonnée à cause d'une maladie qui la rend incontinente, cette jeune Golden Retriever a trouvé une nouvelle famille grâce à Sarah. Coucou toi. C'est une fille magnifique. Un nouveau membre de la famille. Ça, c'est vraiment la meilleure partie de mon travail. Je sais qu'elle rejoint une maison pleine d'amour. D'ailleurs, quand les chiens sont dans la voiture, ils ne regardent jamais en arrière. Ils savent qu'ils rejoignent une bonne maison, donc c'est vraiment un soulagement pour nous. Ma belle. Dans un récent rapport, l'Association britannique des vétérinaires Au revoir, à bientôt. affirme que plus d'un animal de compagnie sur 5 ne reçoit pas de soins essentiels pour des raisons financières. Vous allez voir que l'appétit des multinationales de l'alimentation animale ne s'arrête pas là. Après le rachat de nombreuses cliniques, elles s'intéressent désormais au secteur des pompes funèbres. En fait, elles aimeraient contrôler toute la chaîne, de la gamelle jusqu'à la tombe. Mais il existe un lieu protégé que les multinationales ne sont pas prêtes de racheter. C'est à Asnières, près de Paris. À notre bébé chéri Kiki. Nous ne t'oublierons jamais. Voici l'un des tout premiers cimetières canins au monde. Il date de 1899, une époque où le droit des animaux était encore une notion balbutiante. Tendresse, ah ça c'est mignon. 1986-1999. Ce lieu historique attire même des visiteurs. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je viens de me balader un peu là dans les allées. Quand on voit les tombes, quand on voit les statues, les photos des chiens, des chats, je sais pas, vos premières réactions, ça a été quoi pour vous? C'est très émouvant. Vraiment, c'est pour qu'il y a des chiens en tout cas, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot que émouvant. On est saisi un peu, hein? Oui. Et rassuré aussi de voir que les animaux, il y en a qui étaient bien traités parce que malheureusement dans le monde actuel c'est pas toujours le cas et là au moins ça prend tout son sens. C'est la première fois que vous visitez ce cimetière et vous en pensez quoi alors?
Moi, je suis ravie. Je trouve qu'il devrait y en avoir un peu plus, partout. Et peut-être que grâce à ça, on s'occupera mieux aussi des animaux. Oui. Je pense que c'est vraiment une évolution dans le traitement de l'animal. Ouais. C'est symbolique. Ah, tout à fait. Et ça veut dire quelque chose de la manière dont nous, humains, percevons les animaux. Ah, tout à fait. Je pense que c'est grandir l'être humain que de laisser la place à nos animaux morts. Et peut-être que je viendrai enterrer mon chat ici. On vous le souhaite le plus tard possible. Ah oui, on est d'accord. Hein? Oui, nos bêtes à chagrin, comme on dit. Oui. Eh oui, parce qu'on pleurera forcément un jour. Voilà. Merci. 120 ans après la création de ce cimetière, le statut de l'animal a considérablement évolué. Mais il reste une zone d'ombre. Un secteur aux pratiques controversées utilise encore des millions d'animaux chaque année, la recherche médicale et l'industrie pharmaceutique. Notre spécial se poursuit sous les tropiques. Il y a peu de destinations dans le monde qui font autant rêver les vacanciers. L'île Maurice, c'est une carte postale connue du monde entier pour une bonne raison. En premier, je dirais les belles plages. Je dirais les plages. Le rhum, bien sûr. Et après, toutes les belles plages qui sont autour. C'est vraiment incroyable. 330 km de sable blanc qui vous tendent les bras. Mais ce que les touristes ignorent, c'est que l'île Maurice est aussi extrêmement renommée dans le monde de la recherche scientifique. Le pays élève des singes de laboratoire, à l'abri des regards, dans des sites bien gardés. Donc, bienvenue à Bioculture. Bioculture est l'une des 6 sociétés privées de l'île Maurice, spécialisée dans l'élevage de singes. Là, je vous emmène dans un site d'élevage de bioculture, c'est-à-dire là où on a les colonies reproductrices en cage. Donc, on va vous montrer comment on constitue les colonies. Allez. Nada Padayachi est l'un des directeurs de bioculture. Après un mois de négociations, il a accepté de nous ouvrir les portes de l'élevage. Un peu stressé, il sait que le sujet est sensible. Voilà, on y va. Et voici ce qu'il appelle les colonies. Ces cages colorées où des dizaines de macaques à longue queue sont gardés à des fins de reproduction. Dans une cage comme celle-là, nous avons une trentaine de femelles avec 2 mâles. Pour la reproduction, et vous allez voir, il y a quand même des bébés. Alors, il y a une maman avec son bébé, et il y a des bébés à différents âges. On les laisse dans la cage avec les parents jusqu'à l'âge de 12 mois ou 15 mois, qu'on fait le sevrage, et on va sevrer tous les bébés d'un certain âge ensemble. À tout moment, en fonction des commandes, ces singes peuvent être exportés dans les laboratoires du monde entier et servir de cobayes pour la recherche biomédicale. Mais avant cela, ils devront passer par une étape très importante pour les éleveurs, qu'ils appellent la familiarisation. En clair, il faut habituer les singes à la présence de l'homme. Les bébés, lorsqu'ils vont grandir, ils grandissent déjà avec cette interaction humaine. Et quand ces animaux-là vont partir bien sûr pour la recherche, ce seront des animaux qui sont très interactifs et prêts à participer avec les personnes qui vont être là-bas. Sur cet autre site, sont rassemblés les macaques prêts à être exportés dans les prochaines semaines, principalement vers les États-Unis et l'Europe. Chaque animal est vendu plusieurs milliers d'euros. Le marché est colossal. En 2020, la filière mauricienne a engrangé plus de 20 millions d'euros de bénéfices. Pour Nada Padayachi, ce commerce de singes ne pose pas de problème éthique. Il s'agit avant tout d'aider la recherche. En période de Covid, alors que tout le monde à Maurice
étaient en confinement, ont travaillé pour pouvoir exporter ces singes vers les États-Unis. Et ces singes ont contribué à l'élaboration du vaccin Pfizer et Moderna. On a 800 travailleurs chez nous. Et je peux vous assurer que du premier jusqu'au dernier travailleur, tout le monde est animé par une passion, par un amour pour ces animaux dont ils s'occupent. Malgré tout, ces singes seraient sans doute plus heureux s'ils étaient dans la forêt juste derrière nous ou dans un autre champ. Pas nécessairement ces singes-là, non, parce que tous ces singes ici, ils sont nés en captivité. La majorité des singes que nous avons chez nous, c'est nés en captivité, donc ils ne connaissent pas la nature. Les relâcher dans la nature, ce serait les vouer à une mort certaine. Le mot cruauté, vous le réfutez? Ah non, non, du tout. La cruauté n'a pas sa place dans les centres d'élevage. Bioculture possède aujourd'hui plus de 22 000 singes en cage. Pour alimenter l'élevage, il faut régulièrement trouver de nouveaux géniteurs. Et pour ça, pas besoin d'aller bien loin. Des dizaines de milliers de macaques à longue queue vivent à l'île Maurice. Ils sont partout. Nada Padayachi, le directeur de bioculture, va nous montrer comment il les attrape. Avec lui, une équipe de trappeurs. Il transporte de la canne à sucre qu'il découpe en petits morceaux. Un appât délicieux pour les singes. Voilà. Donc le principe de ce piège, c'est qu'on habitue les singes à venir manger. On va avoir quelqu'un qui va se mettre en cachette et attendre que les singes viennent et déclencher la fermeture de la porte. On peut en prendre 10, 15 dans un bon jour. Et vous avez le droit d'en capturer autant que vous voulez? Il n'y a pas de quota sur la capture. Et de ce fait, ces trappeurs ont même des permis officiels émis par le gouvernement. Les autorités de l'île Maurice encouragent les captures. Une mesure étonnante, car à l'échelle mondiale, les macaques à longue queue sont classés espèces en danger d'extinction depuis 1 an. Mais ici, ils prolifèrent. Le gouvernement les considère comme des nuisibles qui ravagent régulièrement les cultures. Depuis peu pourtant, des voix s'élèvent à l'île Maurice contre ces pratiques et leurs dérives. Parmi ces militants, il y a Linley Moutien, le président d'une ONG de protection des animaux. Ce matin, il a rendez-vous très tôt avec l'un de ses informateurs. On rentre dans une zone qui se trouve être l'habitat naturel des singes. On rentre chez eux. L'informateur de Linley veut rester anonyme. Il lui a donné rendez-vous à cette heure matinale pour être certain de ne pas tomber nez à nez avec des braconniers qu'il a plusieurs fois vus à l'œuvre dans cette zone. Oui, attention, hein. Après 40 minutes de marche, voici ce qu'ils sont venus voir. Et il y a des fruits. Encore une cage. Ils ne savent pas exactement à qui elle appartient, mais de plus en plus de particuliers se sont lancés dans la capture de singes, sans aucun permis, ni autorisation. Beaucoup de singes qui rentrent dedans, lui il tire la corde et ça baisse. Et c'est bon, ils sont piégés. Donc, il est pris au piège. Pour Linley, c'est un choc. Il n'avait encore jamais vu de piège de cette taille. Je suis horrifié, certains disent que c'est pour le bien de la médecine, enfin c'est pour l'avancement de la médecine, mais d'autres comme nous disent c'est carrément de la souffrance, de l'exploitation. Vous avez des gens qui sont intéressés par ce business, qui veulent le part du gâteau. C'est ça le problème, ça a commencé à se multiplier. Jusqu'au jour, la cage restera ouverte pendant des dizaines de semaines et il n'y aura rien, parce que, écoutez, ça finira pas finir, hein, excusez-moi. Hein. Vous voulez dire que les singes disparaîtront? Mais déjà, on a commencé à sonner l'alarme. Les longues tailles de macaques sont menacés. Tout autour, dans toute la région, nous allons découvrir d'autres pièges à singes, parfois très artisanaux. Différentes tailles, différents mécanismes.
Il y en a un peu partout. Selon l'informateur de l'Inlay, chaque macaque est revendu 500 € pièce par les braconniers. Il y a à Maurice un marché parallèle qui a récemment été mis au jour. L'Inlay a rendez-vous avec Reda Chamrou, un autre militant de la cause animale dans cette zone industrielle proche de la capitale. Un bâtiment, caché derrière ces arbres, a récemment été perquisitionné par la police. On a trouvé 440 singes dedans. Et le voici le bâtiment. Personne ne savait ici qu'il y avait autant de singes à l'intérieur. Dans ce hangar était installé un élevage illégal de singes. Pendant 6 mois, les opérations se sont déroulées en toute discrétion. Et voici ce qu'ont trouvé les forces de l'ordre quand elles sont arrivées sur place. Ils sont restés debout sur le métal pendant des mois. Les 440 macaques étaient enfermés dans de toutes petites cages, sans lumière du jour, avec très peu d'eau et de nourriture. C'est pas cette image-là qu'on vend aux touristes. Mais au fait, c'est la vraie image que les touristes doivent savoir pour comprendre où on en est ici. On exploite, on exploite, on exploite, on pille, on dépouille, on éradique. On a demandé au gouvernement plusieurs fois qu'il faut que ça s'arrête. L'exploitation des singes, ça gâte l'image de l'île Maurice comme si. Il faut arrêter avec ça. Pendant ce temps, les élevages autorisés continuent leurs activités. En moyenne, ce sont 30 singes qui sont exportés chaque jour par avion. C'est principalement Air France qui transporte les macaques dans les soutes de ces appareils. Mais la compagnie a annoncé sans réelles explications, par un simple message sur les réseaux sociaux, qu'elle n'embarquerait bientôt plus aucun singe. D'autres compagnies devraient prendre le relais. En cohérence avec sa stratégie de responsabilité sociétale des entreprises, Air France a décidé d'arrêter le transport de primates. La grande majorité des macaques destinés à l'Europe passent par Paris. Mesdames et messieurs, notre équipage est heureux de vous souhaiter la bienvenue en France. Et le voyage est loin d'être terminé. Une partie des singes de Maurice prend la route direction la campagne alsacienne et cet ancien fort militaire. L'un des plus grands centres de recherche en primatologie d'Europe. Un site placé sous haute sécurité où seuls les chercheurs et les vétérinaires ont le droit d'entrer. Pascal Ancé, le directeur, a exceptionnellement accepté de nous recevoir. Je vous en prie, entrez. Pascal Ancé dirige le centre de recherche depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, il dit vouloir être transparent sur les activités qui sont menées ici. Vous êtes ici dans un fort militaire qui peut sembler un peu austère et qui a conduit d'ailleurs à beaucoup d'idées préconçues sur les travaux qui étaient réalisés au sein de la plateforme. Et c'est justement dans cet objectif-là qu'il nous semble important de communiquer. Le site dépend de l'université de Strasbourg et existe depuis 45 ans. Chaque année, il importe plus de 500 primates venus du monde entier. L'espèce qui est ici dans le parc est un macaque rhésus qui est originaire de Chine. Ici, vous avez des vervets ou green monkey qui sont originaires de l'Afrique subsaharienne, qui est une espèce qui a été beaucoup utilisée dans la recherche contre le sida. Et enfin, le macaque à longue queue, qui sont des animaux qui proviennent de l'île Maurice et qui est l'espèce la plus utilisée en recherche biomédicale. Tous ces singes sont destinés à la recherche. Certains sont étudiés sur place par des chercheurs, d'autres sont redistribués à des laboratoires européens ou français, comme celui d'Erwan Bézard. Comment ça va? Très bien, et toi? Bienvenue à la plateforme Scilab. Merci. C'est la première fois que tu viens, je crois. Ah, c'est exactement, c'est la première fois. Bon, nous sommes bien observés, je vois qu'il y a du monde là-haut qui nous regarde. Ouais, on va pouvoir aller les voir. Là. Le chercheur, spécialiste de Parkinson et Alzheimer, est venu de Bordeaux pour visiter le centre et voir les singes qui lui serviront peut-être bientôt pour ses recherches. Ça va normalement.
Voilà, ça c'est l'hébergement conventionnel. Donc là, c'est un groupe d'une vingtaine d'individus. Ces macaques viennent tous de l'île Maurice, le fournisseur numéro 1 de la France. Ils sont particulièrement intéressants pour les chercheurs, car ils partagent entre 90 et 94% de notre ADN. Et ce n'est pas leur seul avantage, selon Erwan Bézard. Ils sont habitués à l'homme. Vous avez pu voir que, bien qu'ils ne me connaissent pas, très rapidement, ils viennent quasiment sur le mur de la cage parce qu'ils n'ont absolument pas peur de l'homme. Nous ne sommes pas autorisés à filmer une expérience scientifique. Mais le centre nous propose de suivre un contrôle sanitaire. Il faut d'abord séparer les singes. Allez, hop, hop. Après quelques minutes de résistance, le primate est isolé et anesthésié. Le macaque est ensuite pesé, puis vacciné. Un simple contrôle de routine sans conséquence pour l'animal. Mais parfois, les manipulations sont bien plus violentes. En neurologie, par exemple, quand Erwan Bézard travaille sur Parkinson, il doit commencer par injecter la maladie au singe. Lorsque la maladie s'est développée chez le primate, nous avons besoin d'analyser les tissus, analyser le cerveau. Et pour analyser le cerveau, effectivement, que l'animal meure de façon à ce que nous collections le cerveau pour mesurer les progressions de la maladie. Ces singes souffrent pendant des années, ils subissent des expériences qui sont très douloureuses, puis ils meurent dans la plupart des cas. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si on imagine que les chercheurs font ce travail par pur plaisir sadique, bien, il n'y a même pas besoin de dialoguer, il n'y a pas de discussion qui soit possible. Je pense que tous les chercheurs font tout leur possible pour réduire l'utilisation des animaux. Mais ce qui prime, avant tout, c'est l'accumulation des connaissances et le développement de nouvelles thérapeutiques. Il n'y a pas de recherche expérimentale biomédicale aujourd'hui sans recours à l'animal. Chaque année, 4000 primates sont utilisés dans les laboratoires français. Sacrifiés pour la science. Et certains voudraient y mettre un terme. Bonjour. Bonjour Corinne, bonjour Justine. Ce matin, les militants de l'ONG One Voice, fondée il y a 28 ans par Muriel Arnal, sont réunis pour le lancement de leur nouvelle campagne contre l'expérimentation animale. Ils veulent montrer au grand jour ce qu'endurent les animaux dans les laboratoires qu'ils ont infiltrés plusieurs fois. Une nuit du Nouvel An, nous sommes entrés dans un laboratoire à Lyon. Et donc, c'est un des singes que nous avons vu. On voit qu'il a eu le crâne ouvert, qu'il a été trépané, qu'on lui a enlevé une partie du crâne. Les expérimentateurs vont pouvoir mettre des électrodes pour voir les réactions du cerveau. On va leur injecter des produits, leur faire avaler des choses. C'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Ces animaux seraient mieux morts que vivants. Des pratiques courantes en Europe. Ces images ont été tournées en caméra cachée dans un laboratoire allemand il y a quelques années. On y voit des primates maintenus par leur implant crânien, exécutant toutes sortes de tâches. Ici, ils interagissent avec un écran tactile. Les chercheurs peuvent ainsi tester leurs réflexes et analyser leur cerveau. Ce sont ces méthodes, entre autres, que dénoncent les ONG. C'est pas parce qu'en 1960 ou en 1970, on a fait des découvertes en martyrisant des macaques que ça doit justifier qu'en 2023, on continue. C'est vraiment de la barbarie du siècle passé. Et pour se faire entendre, les militants sortent régulièrement dans la rue. Il est vraiment nécessaire de diffuser notre message auprès du grand public. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alors merci à toutes et à tous. 74% des Français seraient déjà opposés à l'expérimentation animale, selon un sondage Ipsos paru en avril 2023. Mais sur le terrain, l'ONG a encore parfois du mal à convaincre. L'élevage de primates le plus gros en Europe. Si c'est pour notre santé, je vois pas où est le problème, franchement. Par exemple, avoir des macaques. Vous voyez, les macaques, la norme aux macaques, c'est d'avoir une cage qui fait 2 mètres carrés pour 2 macaques. Oui. Ils vont y passer toute leur vie. Ça, c'est des choses que vous acceptez? Vous avez des alternatives? Il y a des alternatives qui existent pour certaines parties des choses. La France, actuellement, en Europe, c'est un des pays qui investit le moins dans le développement des alternatives.
Les militants demandent plus de budget pour la recherche d'alternatives à l'expérimentation animale. Comment est-ce qu'on sait que c'est indispensable? On n'a jamais essayé sans. On n'a jamais mis vraiment les moyens, tous les moyens qui sont donnés au projet d'expérimentation animale, on les a jamais transférés au développement de méthodes alternatives. Une recherche biomédicale sans animaux. Est-ce possible? Merci à toutes et tous. Certains scientifiques travaillent déjà sur la question. En banlieue parisienne, voici l'hôpital Gustave-Roussy, le plus grand centre de cancérologie d'Europe. Fanny Jolin, spécialiste du cancer, n'a plus aucun animal dans son laboratoire. Ici, les chercheurs récupèrent depuis l'hôpital des tumeurs de patients. Autrefois, ils les implantaient à des animaux pour pouvoir les analyser. Aujourd'hui, ils sont capables de les cloner. Ils fabriquent des mini-cancers, que l'on appelle organoïdes. Les organoïdes, c'est vraiment des avatars de la tumeur du patient. Et le but, c'est de les avoir en laboratoire pour pouvoir tester le maximum de médicaments dessus. Les médicaments sont distribués par cette imprimante connectée. Chaque mini-cancer reçoit une chimiothérapie différente. Et après quelques semaines, les chercheurs peuvent voir quel traitement est le plus efficace. Ah oui, là, ils sont tous déchiquetés sur le côté. Ouais, là, c'est vraiment tout ça, c'est des cellules mortes en fait. Les organoïdes sont précieux pour Fanny Jolin et son équipe. Mais ils ont leurs limites. Pour le moment, ils ne peuvent pas remplacer les animaux dans tous les domaines de recherche, car ils ne représentent pas l'entièreté de l'organisme. Et la chercheuse en a bien conscience. Aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, ça me paraît difficile de se dire qu'on pourra complètement éradiquer l'utilisation de modèles animaux en recherche. Mais le but, c'est quand même de les réduire au maximum et de les utiliser que s'il n'y a pas d'autres alternatives technologiques. En attendant un jour peut-être la fin des expérimentations animales, l'Union européenne a récemment durci les règles pour améliorer les conditions de vie des singes. Parmi les 4000 macaques utilisés en France chaque année, seules quelques dizaines ont droit à une retraite bien méritée. Il y a 8 ans, ici, il n'y avait que des champs. On a du mal à y croire, là. Tout ça, c'est la tanière. Ça ressemble à un zoo, mais c'est bel et bien un refuge pour les éclopés. Des animaux venus de toute l'Europe, accueillis après une vie difficile. On y va doucement là. Super. Les 2 tiers des animaux qui sont ici sont des animaux saisis. Saisis par la justice, saisis sur du trafic animal, sur de la détention illégale. Après, des animaux à la retraite du spectacle, du monde du spectacle. Animaux de cirque. Du cirque. Et quelques animaux issus de laboratoire, après avoir travaillé en laboratoire. Ça va nous intéresser, hein. Après ce qu'on vient de voir, ça va nous intéresser. Il y a 4 ans, une poignée de primates a trouvé refuge chez Patrick et sa femme Francine. On arrive devant nos amis, des primates, des macaques principalement. 4 d'entre eux venaient du laboratoire de ce chercheur marseillais. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien. Ça va, Patrick? Ça va. Vous, Yvan, vous êtes véto, vétérinaire au CNRS. Absolument. Et ça veut dire que les macaques qui sont là, ils ont fait l'objet en fait d'expérimentation dans votre labo? Voilà, alors en fait, il y en a 3. Il y a Arthur, Gromit et Pedro, donc qui effectivement on travaille. Ah là, vous les reconnaissez là? Oui, là on reconnaît Lui, bien. c'est qui? Ça, c'est Gromit. C'est Gromit. À droite, c'est Pedro, et puis là, c'est Arthur. Les 2 hommes sont très fiers d'avoir été les premiers à sauver d'anciens singes de laboratoire. Viens, ma chérie. Elle est belle comme tout. La préférée de Patrick s'appelle Cannelle. Tout le monde la connaît, Cannelle. C'est devenu une star. C'est le premier primate en France sorti d'un labo qui a eu une vie après, en France. C'est elle qui a ouvert la voie. C'est pas ni Yvan ni moi, c'est elle. C'est une ambassadrice. C'est une ambassadrice, et puis c'est ma chérie, quoi. Il y a tout dans ses yeux à Cannelle. La première fois que vous l'avez vue, vous avez craqué complet. J'ai tremblé, ça comme disent les gens maintenant, ça m'a mis, je sais pas comment, les poils de la Oui, goutte. c'est ça, on dit comme ça. Et c'est un truc de fou, j'ai plus jamais quitté Cannelle, quoi. Si je passe sans venir la voir, elle fait la tête. Vous regardez un animal qui a participé à sauver des gens, sûrement, on n'y a pas demandé, hein, évidemment. On l'a mis dans une cage, elle est ressortie 19 ans plus tard. C'est en ça que je 19 ans plus tard. Maintenant, c'est le temps du repos, quoi. Oui. Tu veux? Tiens.
Non, mais dis donc, t'es gourmande, toi. Tu m'as tout piqué. Cannelle, elle était où avant? Dans quel labo? Cannelle était à l'INSERM, à Lyon. On dirait qu'il vous reconnaît. Vous savez quelles expérimentations elle a subies? C'est des animaux qui faisaient beaucoup d'imagerie, en fait, d'IRM cérébral. Donc en fait, on les entraîne à effectuer des tâches comportementales. Et ensuite, on fait des IRM. Ouais. Et ensuite, on regarde quelles zones s'activent et en fonction de l'apprentissage des tâches cognitives. D'accord. Ils arrivent dans quel état, ces animaux, quand vous les récupérez et qu'ils sortent d'un laboratoire? Alors, au niveau santé, ceux qui arrivent, d'abord, c'est ceux qui sont en bonne santé qui sortent des laboratoires. Ouais. On a juste quelques petits problèmes psychologiques. C'est-à-dire que certains passent sur des cures d'antidépresseurs quelque temps. Ah ouais. Vous mettez les animaux sous antidépresseurs? Ah ouais, c'est compliqué, mais c'est pas... Il y a beaucoup d'humains aussi. Ce qui est très important, c'est qu'on a ouvert une porte et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré, qui s'ancre dans la culture de la recherche. Et donc, il y a beaucoup de laboratoires maintenant qui replacent 1 ou 2 singes. Mais voilà, c'est le début. D'accord, mais vous dites 1 ou 2 singes, c'est le début, on est d'accord, c'est pas la majorité. Non, c'est pas la majorité, bien sûr. Ça, c'est ce que vous faites, c'est précurseur. Il y en a d'autres qui le font, ok. On n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. Parce que malheureusement, on est sur souvent des modèles de maladies graves. Et donc, on étudie justement Pascal Touslon, sur Alzheimer, sur la maladie de Parkinson, sur la sclérose en plaques, sur... D'accord, mais ces animaux-là sont euthanasiés. Oui, faut pas cacher cette réalité-là, on est d'accord. Mais justement, je suis là pour le dire. Donc évidemment, ils sont euthanasiés. Mais ce qui est important, c'est d'abord que ce soit fait de manière humaine, qu'ils soient suivis de manière scrupuleuse et qu'on limite autant que possible, évidemment, la souffrance de ces animaux. Patrick, là, quand vous entendez tout ce que dit Yvan, est-ce que vous avez l'impression que, justement, vous êtes un peu les 2 piliers d'une évolution qui est en marche, là, et que vous êtes bien sûr nécessaire pour récupérer ces animaux qui vont être heureux pour les dernières années de leur vie, et qu'en même temps, il faut qu'ils bougent, quoi. Ce que je constate, c'est que depuis quelques années qu'on parle avec les laboratoires, les choses évoluent. Les choses changent. On est loin du but, on est très loin du but. Mais je pense qu'on pourra aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, il y a au moins 500-600 primates à sortir des sous-sols de labos. Ça, c'est juste une histoire d'argent. Donc, si l'État et les labos, demain, nous donnent 3-4 millions d'euros, on les sort. D'accord. Donc, bon, j'espère que les gens qui nous gouvernent vous écoutent. Les laboratoires sont prêts à le faire. D'accord. Et nous aussi. Et vous aussi. Merci à vous deux. Merci. On dit merci aux animaux quand même, parce qu'on a passé toute cette émission avec eux. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Il n'y a pas que moi qui vous dis au revoir, les otaries derrière aussi, elles font du bruit. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Envoyé spécial, émission spéciale, vous l'avez compris, consacrée aux animaux. Tous nos reportages sont disponibles sur notre site internet franceinfo.fr, rubrique magazine. On reste bien sûr en contact sur les réseaux sociaux et les amoureux des animaux aiment les réseaux sociaux. Dans un instant, c'est complément d'enquête avec Tristan ou Alex. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci. Bonsoir.